19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 21 mars 2021. L'avocat de Maman Ousmane, maître Lirwan Abdraman, était ce matin face à la presse pour faire cas de la requête qui a été déposée le 8 mars dernier à la Cour constitutionnelle. Une requête de plus de 300 pages dans laquelle il a été demandé l'annulation pure et simple des résultats des élections dans certaines localités du pays. Suivez-le dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine. Nous avons demandé à la Cour d'instruire le dossier spécialement pour écouter les membres du bureau de vote, qui sont les témoins oculaires de ceux qui sont devenus les urnes usurpées. Les procès-verbaux remplis automatiquement. Les membres du bureau de vote remplissant les conditions qui ont été remplacées à la dernière minute. Donc il faut écouter. Si on n'écoute pas les membres du bureau de vote, comment on peut vérifier cette information? Parce que c'est à eux que les différents présidents ont confié l'urne, le président et le secrétaire, tout au plus. Et on leur dit, allez là-bas au village, lieu du bureau de vote pour prendre les assesseurs. Mais c'est qu'ils n'ont pas fait. Vous allez voir tous les PV, on a écrit les noms, mais les assesseurs n'ont pas visé. L'instruction de ce dossier-là fait que j'ai été surpris d'apprendre que la Cour va délibérer. Et même si elle va délibérer d'abord, il faut qu'elle vide ce contentieux-là. C'est après avoir rendu un arrêt pour vider sur notre requête, c'est après qu'elle va venir donner les résultats définitifs. Donc, si ça là n'a pas été fait, moi je suis surpris. Surtout que le délai qu'on nous a donné, nous autres avocats du candidat Ousmane, pour faire les observations, 24 heures, j'ai réagi automatiquement, même si le président avait l'amiabilité de fixer les délais. Je lui ai écrit une lettre dès le 17. Donc voici, pour lui dire que même si la loi n'a pas fixé les délais, quand même on doit nous donner un temps raisonnable pour répondre aux conclusions. Et nous avons demandé également dans le cadre de l'instruction de nous permettre d'accéder et prendre connaissance des procès-verbaux dont nous n'avons pas eu. Là où, par exemple, nous reprochons au bureau de vote de n'avoir pas fonctionné. Le lundi, ça là, le lundi, plaise à Dieu demain. Voilà les observations, à plus de 300 pages, qui seront déposées à la Cour. Et également, des PV dont j'ai dit ici, produits, qui ont commencé à rentrer dans le dossier, les PV des présidents des commissions locales. Et ça va évoluer. Alors, que nous en sommes là, à l'instruction du dossier, qu'on me dise que la Cour a convoqué les journalistes pour vider le dossier. Et qu'est-ce qu'elle a fait de notre requête? C'est ce qu'elle a fait au premier tour. La Cour, si elle veut avoir la paix, rendre une décision acceptable, elle doit faire le travail pour prouver aux Nigériens qu'elle a travaillé. Parce que de la même manière où nous avons attaqué bureau de vote par bureau de vote, la Cour doit nous répondre bureau de vote par bureau de vote, avec une motivation fondée qui va convaincre tous les Nigériens de ce que la demande de Ousmane a été évacuée par des arguments forts et indiscutables de la Cour. Voilà le travail que la Cour doit faire. Aussi, même si un des candidats n'a pas fait une requête dans le cadre de sa mission, conformément à l'article 6, à l'article 47, à l'article 105, de 103 à 105 et l'article 127 de la Constitution, la Cour a pour mission de contrôler la régularité des élections présidentielles, législatives et du référendum, de la sincérité et de la transparence. Maintenant, avec tout ce que nous venons d'évoquer, peut-on dire véritablement que ces élections se sont passées dans la transparence et la sincérité? Moi, je dis non. Et
Si la Cour veut dire que ces élections-là sont transparentes et sincères, elle doit les prouver à travers une motivation. Voilà, rendez-vous donc en partie au magazine pour suivre l'intégralité de ce point de presse de Lerwan Abdraman, avocat de Maman Ousmane. Je vous rappelle que les résultats des élections présidentielles du second tour seront proclamés ce soir même d'un instant à l'autre par la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Douchi, la capitale de l'Arewa, a abrité hier samedi 20 mars la cérémonie d'inauguration d'un complexe composé d'une clinique dénommée Douchin Cheto, un des centres de recherche et de formation gracieusement offert par la coordination d'appui au développement et à la réhabilitation de l'ERNA. Une cérémonie placée sous le haut patronage du Premier ministre en présence de nos envoyés spéciaux Sadou Doumi et Adam Soumana. Œuvrer pour le bien-être des communautés en leur donnant de l'espoir par amour du Seigneur, tel est entre autres objectifs et se sont assignés les églises évangéliques de la République du Niger. Une action qui se concrétise dans la capitale de l'Arewa à travers la réalisation de cet important joyau dont la présente cérémonie marque son inauguration dans la ferveur chrétienne. Occasion pour différents responsables de la coordination d'appui au développement et à la réhabilitation d'évoquer les raisons ayant conduit à la réalisation de ce complexe. La présente œuvre est conforme à notre credo de manifestation de l'amour de Christ pour tout homme et pour tout l'homme. En bref, le développement intégral qui figure dans les statuts et règlements de l'Église évangélique de la République du Niger. Cette œuvre s'inscrit surtout dans le sillage du plus grand commandement, c'est-à-dire la plus grande religion, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même, équivalent à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. La vision de ce centre est de devenir, dans un très proche avenir, un centre intégré multifonctionnel de référence, avec des actions cliniques, caritatives, de formation et de recherche. Pour nous, c'est un rêve qui a commencé il y a plus de 15 ans. Les responsables de l'Église évangélique de la République du Niger ont eu la vision de créer des cliniques dans les zones rurales au Niger pour obéir à notre Seigneur qui nous commande d'aimer notre prochain comme on s'aime. Les autorités politiques présentes à cette cérémonie ont loué pour leur part cette initiative qui cadre selon elles avec la politique du gouvernement nigérien. Votre action, combien louable, est à féliciter à plus d'un titre. La santé n'a pas de prix à coutume de dire. Et compte tenu du système à prix caritatif de ce centre, pour principalement couvrir les charges, cela va grandement accroître l'accès aux soins des populations pauvres, parallèlement aux efforts de l'État. Parce que je viens de découvrir qu'en plus du côté sanitaire, vous avez prévu un volet agricole, un volet de recherche et certainement un volet de réinsertion. Je suis tenté de dire que Clinique Douce Ntieto est plutôt un complexe multidimensionnel Douce Ntieto. Et je vous félicite, je félicite toute l'Église, je vous réitère les remerciements et les encouragements des plus hautes autorités du Niger et vous garantis tout l'accompagnement du gouvernement pour que cette œuvre que vous avez commencée puisse aller là où vous voulez l'amener. Au-delà des populations environnantes qui vont bénéficier des soins de qualité et à moindre frais de cette clinique, les étudiants de la haute école de santé dénommée Espérance s'en réjouissent de l'avènement de ces joyaux. Je trouve que c'est une bonne initiative car ça va nous avantager beaucoup à être les meilleurs de notre domaine. Avoir plusieurs centres, ça nous avantage à être performants dans notre travail.
Et c'est aussi une bonne œuvre de créer ce genre de clinique. C'est tellement formidable parce que, mis à part les étudiants, et la clinique va aider beaucoup la population. Et nous, de notre côté, nous les étudiants aussi, on peut venir ici pour nous former aussi et pour découvrir les réalités. Franchement, je trouve cela excellent parce que déjà, c'est une bonne chose pour nous les étudiants. Je pense que les meilleurs seront peut-être pris et sûrement pris même par cette nouvelle clinique. Douce Inquieto, autrement dit le rocher du salut, serait sans nul doute un modèle d'investissement réussi des églises évangéliques de la République du Niger, à l'image de l'hôpital des missionnaires de Galmi, dont la renommée dépasse les frontières nationales. Douce Inquieto, une contribution inestimable des églises évangéliques dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à travers le cadre. Le complexe scolaire privé CSP Ousmani a organisé ce jour une grande journée culturelle et islamique sous le thème comportement d'un jeune musulman en milieu scolaire. Une cérémonie qui a vu la participation des responsables de l'école et des parents d'élèves. C'était également devant nos reporters Ibrahim Ousmane et Chebou Guissou. Débuté par une Fatiha, la grande journée culturelle islamique du complexe scolaire privé CSP Ousmani a porté sur le thème comportement du jeune musulman en milieu scolaire. Occasion saisie par la fondatrice Ali Moussoumane de présenter son établissement. Le CSP Ousmani donc a été créé en 2019. Le CSP Ousmani a été créé en 2019. Donc elle a débuté avec 72 élèves au collège. Elle compte aujourd'hui 200 élèves du primaire jusqu'au collège. Donc le CSP Ousmani, en plus, il aide les cas sociaux, tels que les orphelins, les pauvres. Son objectif, c'est de garantir une éducation, donc une bonne éducation pour les générations futures. Et Inch'Allah, nous comptons ouvrir aussi les classes du lycée à la rentrée prochaine, Inch'Allah. Donc nous remercions vraiment les associations qui nous appuient, qui sont donc loin de nous, mais qui nous aident vraiment dans nos tâches, quoi. On les remercie beaucoup de continuer dans ce sens donc, pour que l'école puisse développer et atteindre son objectif, Inch'Allah. Le volet culturel n'est pas en marge de ce rendez-vous du donner et du recevoir à travers des séances d'établissement, des sketchs et des poèmes présentés par les élèves. Avocat, médecin, chercheur ou serveur, il est où mon existence? À l'école Ousmani, on enseigne le français, l'arabe et l'éducation islamique. En plus de l'enseignement général, le CSP Ousmani initie également les élèves en culture islamique. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakkara isma rabbih fasalla bal tusiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khayra wa abqar inna hadha la fi as-sufi al-ula sufi Ibrahim wa Moussa. Je suis fière de mes parents de m'avoir inscrit dans cet établissement car c'est une très bonne école là où on fait une étude islamique. On enseigne l'arabe. Situé dans le 5e arrondissement de Niamey, au quartier Nord-Diré, le CSP Ousmani se veut le meilleur temple éducatif pour la réussite de vos enfants. En République démocratique du Congo, ce jour dimanche 21 mars 2021, 2,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur futur président. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 ans au pouvoir, suivant les temps forts de cette journée. La journée s'est déroulée plutôt dans le calme. Il est difficile à l'heure actuelle d'estimer le taux de participation. En tout cas, l'affluence dans les bureaux de vote ce matin était assez basse, assez peu élevée. Elle l'était un petit peu plus dans l'après-midi. Nous avons pu nous rendre dans certains bureaux de vote où nous avons pu voir des électeurs faire la queue avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. En tout cas, le taux de participation, c'est un des enjeux majeurs de ce scrutin. On attend d'avoir évidemment le chiffre
final qui sera communiqué par les autorités, mais ce taux de participation, en tout cas, devrait être un bon indicateur de la santé électorale ici au Congo-Brazzaville. Et puis, il sera aussi un bon indicateur pour savoir si les appels au boycott de cette élection d'une partie de l'opposition, en particulier l'UPADES de l'ancien président Pascal Lissouba, auront convaincu ou non les électeurs. Pour rappel, l'organisation de cette élection a suscité un certain nombre de critiques, notamment par exemple de l'Église catholique qui en janvier s'était inquiétée des conditions d'organisation de l'élection et avait alerté sur le manque de transparence dans l'organisation de ce scrutin. Et le président Denis Sassou Nguesso semble a priori être le favori pour remporter cette élection et donc être réélu pour un 4e mandat consécutif. Il cumule déjà presque 37 ans à la tête du pays. Il a été président de 1979 à 1992, puis de nouveau de 1997 à aujourd'hui. La question reste de savoir s'il sera élu dès le premier tour cette année, comme il l'avait été en 2016 avec un petit peu plus de 60% des voix. En tout cas, c'est le candidat qui semble avoir déployé le plus de moyens au cours de cette campagne, partout dans les rues à Brazzaville, comme à Pointe-Noire où nous nous étions également rendus. On voyait des affiches du président Denis Sassou Nguesso. En comparaison, les autres candidats ont mené une campagne beaucoup plus discrète. Les autres candidats qui semblent avoir suscité aussi un peu moins d'enthousiasme cette année qu'en 2016, où, souvenez-vous, certains candidats, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, avaient quand même suscité un certain enthousiasme. Le général Mokoko, d'ailleurs, qui n'a pas pu se présenter cette année puisqu'il a été arrêté en 2016, puis condamné à 20 ans de prison en 2018 pour atteinte à la sûreté de l'État. On attend bien évidemment encore les résultats finaux. Ils devraient être publiés dans les 4 prochains jours. En Birmanie, après le coup d'État militaire du 1er février dernier, tout tourne au ralenti. Ce matin, plusieurs manifestations ont eu lieu pour demander le départ de la junte militaire, mais aussi la libération des prisonniers politiques. Les médecins et infirmières de Birmanie de nouveau dans la rue pour une marche de l'aube, comme ils l'ont qualifié. Ce n'est pas la première fois que les soignants se mobilisent contre le coup d'État du 1er février. Cela fait 6 semaines que de nombreux médecins, employés de banques et des transports sont en grève pour paralyser des secteurs clés de l'économie et envoyer un message clair à la junte. Ils veulent tous la libération immédiate de la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi. Même message sur ces pancartes brandies par ces manifestants en 2 ronds au sud du pays, dans la ville de Dawei. D'autres rassemblements ont été organisés dans le nord et le centre du pays. À Moniwa, ils ont donné lieu à des affrontements violents entre les forces de police et les manifestants. À Mandalay, les mobilisations sont organisées aussi la nuit pour tenter de déjouer la riposte sanglante des forces de sécurité. Une répression meurtrière qui a fait au moins 250 morts depuis le coup d'État. 2000 personnes ont été arrêtées. Dans cette ville à la frontière entre l'Inde et la Birmanie, ces policiers ont trouvé un refuge temporaire avec leur famille. Ils fuient la répression birmane après avoir défié les ordres de l'armée et refusé de tirer sur les manifestants ou de les torturer. Ils seraient plus d'une centaine et leur avenir semble incertain. Ils demandent au gouvernement de Narendra Modi de ne pas les extrader et de leur accorder l'asile politique, alors que les militaires birmans réclament aux autorités indiennes de les rapatrier. Voilà, place à présent à la partie magazine de cette édition. Maître Lerwan Abdraman face à la presse pour faire le point de la requête déposée par son candidat Maman Ousmane à la Cour constitutionnelle, alors même que cette dernière s'apprête à l'instant même de proclamer les résultats définitifs. Très bonne réception à vous. La Cour, si elle veut avoir la paix, rendre une décision acceptable, elle doit faire le travail pour prouver aux Nigériens qu'elle a travaillé. Parce que de la même manière où nous avons attaqué bureau de vote par bureau de vote, la Cour doit nous répondre bureau de vote par bureau de vote, avec une motivation fondée qui va convaincre tous les Nigériens de ce que la demande de Ousmane a été évacuée par des arguments forts et indiscutables de la Cour. Voilà le travail que la Cour doit faire. Aussi, même si un des candidats n'a pas fait une requête dans le cadre de sa mission conformément à l'article 6,
à l'article 47, à l'article 105, de 103 à 105 et l'article 127 de la Constitution, la Cour a pour mission de contrôler la régularité des élections présidentielles, législatives et du référendum, de la sincérité et de la transparence. Maintenant, avec tout ce que nous venons d'évoquer, peut-on dire véritablement que ces élections se sont passées dans la transparence et la sincérité? Moi, je dis non. Et si la Cour veut dire que ces élections-là sont transparentes et sincères, elle doit les prouver à travers une motivation. Alors, ces observations-là, elles vont être déposées. Il y a des pièces complémentaires également. Le rapport du représentant de Mahama Ousmane à la CENI nationale, du rapport des représentants permanents de l'opposition à la CENI nationale, qui ont quitté au moment où le président de la CENI nationale, Sunna, a décidé de proclamer les résultats. Et pourquoi ils ont quitté? Ils ont vidé la salle. Parce que quand les résultats de Tawa sont arrivés, avant le traitement, les échos sont venus, qui sont venus avec une opposition, un veto. Ils n'ont pas été signés par le représentant du candidat Mahama Ousmane au niveau de la commission électorale régionale de Tawa. Les représentants de l'opposition, les représentants permanents de l'opposition à la CENI et le représentant de Mahama Ousmane ont demandé au président de la CENI qu'on traite d'abord ces chiffres-là. Il faut qu'on en discute. Et tout le monde était d'accord. Et le président a demandé 1 heure pour répondre. 2 heures de temps se sont passées et il est rentré subitement comme ça dans la salle. Il a dit qu'il va proclamer les résultats. Et c'est dans ces conditions-là que l'opposition a quitté, le représentant de Ousmane a quitté. Comme s'il avait été instruit, parce que l'air se lit, la mine se lit, ils ont lu tout, ce ne sont pas des enfants. Comme s'il a été instruit, il a été instruit, il est venu, il a proclamé. Et c'est comme ça, en violation du protocole d'adoption et de proclamation des résultats. C'est dans ces conditions-là que ces résultats-là sont partis à la Cour constitutionnelle. Et vous convenez avec moi que ce dossier-là, la Cour doit regarder. Pourquoi se presser alors qu'elle n'a même pas vidé notre requête? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Tant mieux qu'elle avait reporté, j'aurais appris qu'elle avait reporté cette proclamation-là. Mes enfants, de tout ça là, on nous a refusé de prendre matériellement les pièces du dossier, mais merci Dieu, nous avons eu ces pièces-là autrement. Ça, on nous dit de faire consultation sur place. Mais nous avons eu autrement tous les rapports qu'on ne nous a pas donné de photocopier. Vous allez les avoir après. On nous a refusé la réplique du candidat Bazoum de 6 pages face à cette requête et les pièces du procès verbaux qui l'accompagnent. Cette requête-là, nous l'avons eue. Elle est là. Et les Nigériens vont la voir. Ils vont lire ce que Bazoum a répondu face à tout ce que vous et nous sommes en train de constater et de reprocher nous autres avocats pour les attaquer. Voilà, en 6 pages. Comme je vous ai dit, nous avons une première sommation de dire une déposition d'une présidente révoquée de la circonscription électorale locale décentralisée de Bazaga. C'est son procès verbal comme ça. Nous avons les procès verbaux de quelques membres du bureau de vote parce que à partir du moment où l'affaire maintenant est en train d'être communiquée, la peur n'est plus suspendue comme une Damoclès sur la tête de ces membres du bureau. Ils ont commencé à parler. Et ceux de Tanhia, une circonscription pastorale à 80 km de Tanout, ont parlé. Ceux de Tasker ont parlé à Zender. Tarka à Zender, à Gadebeji, à Bermou, à Tagris, à Maradi, ils ont parlé. À Tawa, Tilia, Tasker, Tamaya,
etc., les sommations ont commencé à tomber, celles des membres du bureau de vote. C'est humain, il faut comprendre que c'est humain d'être reconnaissant. Ces membres du bureau de vote que la CENI a abandonnés dans le désert et qui ont été pris en charge par les militants du PNDS qui les ont hébergés, nourris, ils n'ont pas voulu parler tout de suite. Mais après, quand ils se sont retranchés dans le milieu, ils ont constaté que l'affaire Haché, on peut parler d'elle. On peut parler de cette affaire publiquement. Ils ont commencé à parler. Donc il faut que la Cour nous écoute. Il faut qu'elle rentre au fond dans ce dossier. Mais vraisemblablement, on a comme l'impression qu'elle veut évacuer ça superficiellement. Et c'est en ce temps-là qu'elle va s'attirer des ennuis. Je vous dis, quand j'ai communiqué avec le président de la Cour, il m'a fait pitié. J'ai compris qu'ils ont des sérieux problèmes. Mais nous voulons les aider à faire leur travail. Oui. Au moins les PV que nous avons dépouillés, on a déjà dépouillé ce que nous avons reçu. Donc on a facilité le travail à la Cour. Les circonscriptions là que nous avons évoquées, elle prend seulement les circonscriptions. Et dans les procès-verbaux de circonscription, elle trie les numéros que nous avons fait des numéros en ordre. Circonscription par circonscription en ordre. Son travail a été facilité. Elle qui devrait faire la supervision constatée d'elle-même, elle a un budget pour ça. Mais si elle a fait la supervision comme la Constitution le dit, mais il faut qu'elle nous produise ces rapports. Quels sont les rapports propres à la Cour qu'elle doit faire elle-même, les rapports d'observation? Parce que je vais encore mettre caché, écrire en gras et souligner que la Cour a un budget spécial pour faire les observations. Mais est-ce qu'elle a observé? Et si elle a observé, il faut que nous, au moins les avocats qui sont dans le dossier, qu'on voit le rapport de la Cour sur l'observation qu'elle a faite. Alors, nous sommes en train d'aider la Cour. Et je le dis au fond de mon cœur. Nous faisons tout pour relever à la Cour, qui représente que 7 conseillers. Je suis d'accord. Comme j'ai été conseiller à la Cour constitutionnelle, je sais ce que c'est le travail de dépouiller 26 000 enveloppes. Après qu'ils aient dépouillé 26 000 enveloppes x 3, parce qu'ils ont dépouillé les enveloppes des élections locales, ils ont dépouillé les enveloppes des élections législatives, les enveloppes des élections présidentielles deuxième tour. Je sais que c'est un travail fastidieux, très difficile, et avec une responsabilité très lourde d'avoir pris l'engagement de faire le travail sur la foi du serment. Pour ouvrir une enveloppe, c'est ficelé, c'est dur. Moi, quand j'étais là-bas, un moment, on faisait avec les ciseaux. Plus tard, on a mis un couteau. À moins d'1 minute, tu peux ouvrir une enveloppe. Mais avec la fatigue, plus tard avec la fatigue, tu mets beaucoup de temps. Donc, minimum un temps pour ouvrir l'enveloppe, regarder le PV, regarder l'heure qui est en haut, regardez la cage, président de la circonscription, s'il a visé, il a mis son visa. C'est que nous avons constaté plusieurs PV qui n'ont pas de visa. Regardez ici, est-ce que le numéro de vote du bureau de vote a été mentionné? Est-ce que de ce côté, la circonscription indiquée, on a mis le nom... Quand vous ne mettez pas le nom du bureau de vote et du village de la circonscription, mais le PV va être inexploitable, parce qu'on n'a pas de numéro. Donc c'est des PV qui tombent... Donc ça là, il faut vérifier. Vous voyez que c'est un travail de fourni, c'est un travail fastidieux. Alors là, il faut que la Cour prenne le temps nécessaire. Parce que cette question-là, si la Cour va expédier ça et puis évacuer ça comme ça, mais ça va continuer. C'est après que les Nigériens vont prendre connaissance de ce qui s'est passé. Et nous avons dit que tous les PV litigés sont dans le site en train d'être classés par région et par motif d'annulation. Ça aussi, c'est un travail. Toutes les pièces vont être sur la ligne. Et le jour où les Nigériens vont découvrir après coup, mais c'est un problème. Ce dossier, il faut le traiter avec sérieux parce que déjà,
nous avons une jurisprudence de la Cour en 2011, un arrêt de la Cour numéro 006 du 22 février 2011, une jurisprudence à travers laquelle la Cour constitutionnelle a exercé un contrôle sans qu'elle ne soit saisie de quelque recours que ce soit. Elle a exercé le contrôle d'office et elle a annulé 555 bureaux de vote, totalisant un nombre de suffrages de 77 900 et quelques. Si ce dossier-là est traité, je vous donne la garantie et je vous avoue que dans l'avenir, les élections seront saines au Niger. Et si on n'a pas réglé ce problème-là dès aujourd'hui, ce n'est même pas la peine de faire les élections. Ce n'est même pas la peine. Je suis d'accord que la Cour, si ce matin-là qu'elle avait appelé pour vider, proclamer les résultats, je suis d'accord si la Cour vient dire que dès que tu fais les PV, là, tu vas voir que généralement c'est comme ça. Je suis d'accord si la Cour annule les résultats de Tawa, proclame le candidat Mohamed Ousmane élu. Je suis d'accord. Je suis d'accord également que la Cour annule les résultats du Tawa. Et si elle ne veut pas proclamer mon client élu, qu'elle ordonne la reprise des élections. Au moins, dans cette région, je suis d'accord. Mais annuler quelques bureaux de vote et dire que Bazoum a gagné, là, ça va être un problème. Parce que Bazoum n'a jamais gagné. Tous les chiffres qu'ils ont donnés là sont des faux chiffres. Parce que je vous ai dit que c'est des chiffres mécaniques, à rond, qui ont été programmés. Quand vous prenez les 7446 556 électeurs inscrits, de ces 7 446 556 inscrits, 4 466 556 ont voté, que voilà le chiffre qui a été déjà programmé. 2 980 ronds qui ont voté. Techniquement, ça ne peut pas être possible qu'un vote aligne 6 chiffres. Les derniers 6 chiffres du nombre des électeurs qui ont voté, après qu'on avait fait la sommation des votes sur la liste additive, des bulletins nuls, et enfin toujours, il vient ici, encore en bas, les 2 derniers encore ils reviennent. Il doit y avoir forcément un changement sur au moins les 3 derniers chiffres. Ça, c'est suspect. Et c'est pour cela que tout le monde sait, de notoriété publique, que ces élections n'ont pas été transparentes. Elles n'ont pas été sincères. Tant que la Cour ne nous donne pas une réponse, bureau de vote par bureau de vote, et qu'elle arrive à convaincre par ses motivations les 7 446 556 électeurs inscrits, tant que la Cour ne les convainc pas, ce n'est même pas la peine qu'elle dise qu'elle va rendre cet arrêt-là. Et par ricochet, tous les Nigériens, même qui n'ont pas l'âge de voter, parce que les conséquences, eu égard à celui qui sera désigné président de la République, ce n'est pas seulement ceux qui ont voté, ce sont tous les Nigériens. Et c'est pourquoi le jeu en vaut la chandelle. La Cour doit avoir un comportement honnête à l'égard des justiciables, les traiter avec équité, avec parcimonie et surtout avec un équilibre. Et on leur donne plus que le délai qui a été imparti par la loi. Plus de 5 jours pour répondre à notre mémoire. Nous, on nous donne 24 heures. Bien que c'est le président qui a l'amabilité de fixer 24 heures pour consulter toutes ces pièces sur place et aller conclure. Écrire tout ça là et produire ça à la Cour. Vous voyez que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas juste et ce n'est pas raisonnable.
Voilà, chers amis journalistes, c'est un dossier dans lequel il ne fait que commencer. Il est en instruction parce qu'il faut que notre requête soit vidée d'abord par la Cour pour parler de quelque proclamation que ce soit. Donc, raison pour laquelle je vous dis que la Cour, moi, m'a surpris. Quand vous avez été invité aujourd'hui à la proclamation des résultats qu'elle veut délibérer, non. Si elle ne peut pas faire le travail, mais elle démissionne. D'autres conseillers vont venir et puis faire le travail. Et là même, c'est mieux avec la rupture de confiance qu'il y a eu avec cette Cour, depuis les requêtes précédentes, notamment sur l'éligibilité du candidat en question, Bazoum, qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore vidé dans le fond. Cette Cour devrait démissionner pour donner la chance à ce dossier, à ces élections. Parce que quand de nouveaux membres vont venir, la confiance va être rétablie et les résultats qui vont être proclamés par la nouvelle Cour là, vous seront, j'allais dire, acceptables. Les Nigériens vont accepter. Mais eux là, il y avait une rupture de confiance, un déficit d'arbitrage. C'est des problèmes. Et raison pour laquelle là, la Cour doit travailler pour montrer aux Nigériens qu'elle a fait un travail sérieux et qu'elle passe au bureau de vote au moins. Si elle ne veut pas faire un travail général qui est sa mission, mais le travail qu'on lui demande de faire, c'est un droit. Il faut qu'elle examine toute cette réclamation. Sinon, passer à main levée et puis elle va laisser des problèmes après. Hein. Elle va laisser des problèmes après. Parce que aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, les Nigériens, ils savent. Et ils vont continuer à parler de plus en plus. Or, des justiciables, des partis qui sont face à une juridiction, on doit les traiter sur un même pied d'égalité. Et c'est pour cela, dans le cadre de la paix et de la quiétude, que la Cour demain lundi, qu'elle va bien vouloir recevoir nos observations, comme je l'ai dit ici, les traiter, elle a jusqu'au 26 date butoir pour vider. Parce qu'elle a 28 jours à partir de la date de la transmission et de la réception des résultats par la Cour constitutionnelle. Et la transmission, la réception au regard du bordereau courrier arrivé, la Cour a reçu le 26. Et les 28 jours finissent au plus tard le 25. Donc la Cour encore a des jours devant elle pour finir cette instruction. Donner des réponses à cette réclamation. Et si les réponses sont fondées, là, les Nigériens et tout le monde, les gens vont constater. Si c'est fondé, les gens vont voir entre ce que nous avons dit et ce que la Cour a dit. Et on verra.